Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Il y a une couple de semaines, j'ai eu une idée d'avoir mon premier invité à ma chaîne YouTube. J'ai eu l'idée d'interviewer un mécanicien qui s'y connaît en voiture électrique, donc qui ne travaille pas seulement pour Chevrolet, mais qui travaille sur plusieurs types de véhicules. Donc les Tesla, les Nissan, les GM, etc. Dans cette vidéo-là, on va parler des différentes choses mécaniques ou des différentes questions qu'on voit apparaître sur des forums de discussion là, concernant les VA en général. Comme je vous dis, j'ai essayé de faire ça très général au niveau des questions, à part une ou deux, là, qui est vraiment spécifique parce qu'on voit souvent la question revenir. Fait que dans cette vidéo-là, mon invité, c'est Sylvain Bélanger. J'ai un invité aujourd'hui. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, toi? Oui. Sylvain Bélanger, il est mécanicien chez Pièces Auto Simon-André. Véhicule électrique Simon. Excusez. Véhicule électrique Simon-André. Sorry. Ça a commencé des pièces auto, par exemple? Oui. OK. Ça fait combien d'années que tu es là-bas? 2 ans. 2 ans? Puis avant, je sais qu'au début, quand je t'ai connu, tu travaillais sur des chars à gaz. À gaz? Oui, ça fait 25 ans que je suis mécanicien. Fait que, les 10 dernières années, là, dans un garage de mécanique générale. OK. Fait que, on est fait en masse. Ça fait en masse, parfait. Aujourd'hui, on va parler de chars électriques au niveau de la mécanique. OK? Je sais que toi, tu t'occupes aussi de la page Facebook Spark J'ai Electric. Spark EV, puis j'ai BRCC en panne aussi. BRCC en panne. Ah, c'est toi qui avais parti ça? Je savais même pas. Ouais, je suis moins niaiseux. Fait qu'en gros, on va regarder, comme je t'ai dit, je vais poser des questions par rapport à la mécanique. Je vais avoir un mécanicien qui ne travaille pas strictement uniquement des Chevrolet, parce que chez Véhicules électriques, Simon-André, vous faites... On fait seulement d'électrique, mais seulement du branchable. Mais tant que c'est justement un électrique, là, s'il est branchable, on fait aucun char à essence. OK. Seulement. On fait Tesla, toute la gang. toute la gang, toutes les marques, Tesla, Leaf, Soul, Parfait. OK. Fiat. C'est bon. Première question. Sur une Volt, Gen 1, Gen 2, on met-tu du super ou de l'ordinaire? Parce qu'on sait, on la voit souvent arriver à la question, hein? Mon gaz reste longtemps dans mon char. Ouais. T'sais. Mais sur une Gen 1, Gen 1, on met du super, supposément. GM demande du super. Ouais. Pourquoi? Le taux de compression du moteur. OK. Puis, Ça a-tu un rapport par rapport à, je te dirais, vu que le gaz reste longtemps dans le char, ou c'est vraiment à cause du taux de compression du moteur? c'est vraiment le côté mécanique à la base, là, que tu le demandes, tu l'installes, qu'on prend ça dans le char, que GM le demande plutôt. OK. Fait que là, ils ont... ça, là, OK. Là, ils l'ont changé dans la Gen 2. Gen 2, c'est un autre moteur complètement différent. Pas besoin de taux de compression. Donc, ça ne donne rien de mettre du super dans le nouveau. Non, c'est ça. OK. Surtout avec la quantité de gaz qu'on passe en année ici, on n'aura pas trop le choix, on reste pas en Floride. Hein? Donc, c'est ça. On en passe avec l'hiver. Ben. C'est ça. Fait qu'il y a stabilisateur, mais tout ça? Non, pas vraiment. Nettoyeur à essence? À moins que la personne passe une tank par année vraiment, là, puis qu'il tank juste à l'ordinaire, là, peut-être que oui, mais sinon, normalement, non. Pas besoin de ça. Donc, on gaspille de l'argent pour rien. Ouais. On a le Canadian Tire, puis c'est tout. Ouais, en plein ça. Ou le dealer. Ou le dealer. Parce qu'on a vu passer ça. Il y a du monde qui dit dealer, mettez un nettoyeur, ça va vous aider parce que pas besoin de ça. Les batteries de voitures électriques. On charge ça à 100%? Tout le temps. Tout le temps? Peu importe la marque? Bah oui, peu importe la marque. De toute façon, ils sont jamais vraiment à 100% anyway. Fait qu'ils il y a toujours une protection à quelque part. Il y en a que la limite est plus grande, il y en a que la limite est plus petite. Les fameux buffers que les gens buffers, c'est ça. Buffer en haut, buffer en bas. Puis il n'y en a pas rien qu'un en haut. Là. Mais t'as vraiment... Si les buffers, ça ressemble tout à peu près d'une marque à l'autre ou... Il y en a qui ont très peu de buffers. Comme? Ben, justement, soit des Leaf ou même les Tesla aussi, ils ont moins de buffers que, mettons, qu'une GM, que surtout, mettons, une Spark ou une affaire comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un buffer anyway, là. Question quoi, 2, 3 4 2, 3, 4 Ça va jusqu'à 40, les Spark, les anciennes Volt, on va jusqu'à 40 Ouais. Fait que, OK. L'autre grosse question. Un coup qu'elle est pleine, on débranche ça, on laisse ça charger. Puis si on laisse ça charger, pourquoi on devrait le faire?
On laisse tout le temps ça charger. Justement, c'est qu'elle va faire s'il y a de quoi qu'elle a besoin de recharger. Si elle passe 2-3 jours puis elle baisse ou n'importe quoi, elle va se remonter toute seule. Elle va réguler ses températures. Pour ceux qui en ont, la régulation de température, elle va réguler sa température. Ils vont se replacer, ils vont se tenir à un meilleur niveau que de congeler bien dur. OK. Quand tu dis elle va se tempérer, là, tu dis qu'il y en a qui les ont, l'autre qui l'ont pas. On parle-tu du liquid cool dans ce moment-là ou du refroidissement par liquide? Ouais, plus dans le liquid cool, ça c'est sûr. Okay. Que ceux qui sont refroidis liquides, là, Tesla, GM, mais on prend quelques autres un peu aussi. OK, mais là on sait que comme les Nissan l'ont pas. Ouais, Nissan l'ont pas. Mais eux autres, la batterie, est-tu tempérée? Il se fait-tu quelque chose quand tu recharges le véhicule ou pas pantoute? C'est juste à l'air, vraiment. À l'air, OK. Il n'y a rien qui se fait. Rien qui se fait vraiment, non. Okay. Fait que si quand elle tombe gelée, elle est gelée dure, puis c'est long à défaire, à remonter. C'est long à remonter. Le refroidissement au liquide, c'est quoi ça au juste? C'est vraiment pour réguler la température des cellules à l'intérieur, pour aider à avoir une meilleure température d'utilisation. Okay. Pour une batterie, où ce que la batterie va être la plus efficace, ça va être autour de 20-25 degrés, là, okay. dans ce range-là, de dépendant, là, mais ça joue pas mal là-dedans. Ça va. Ton liquid cool va t'aider au niveau de ta vie de batterie? Ça va-tu. C'est sûr aussi que ça va aider parce que lui, il va contrôler les températures trop basses, il va se mettre à chauffer, okay. ou les températures trop hautes qui va la refroidir justement. OK. Qu'on va dire, il y a certaines voitures qui ont plus tendance à surchauffer en roulant ou en chargeant. Mais donc, justement, c'est si on refroidit à l'air, ça ne fournit pas assez. OK. Puis là, y a-tu des chars, tu t'es aperçu que ça causait problème de ne pas avoir ça ou de l'avoir? C'était bien, numéro un. As-tu vu des pertes d'autonomie apparaître sur des vols, des Bolt ou des Spark ou pas vraiment, marques, là, non. Pas de gros. C'est sûr qu'il peut y avoir des petits changements. Là. Tu peux pas rester à 100% toute ta vie anyway. Mais c'est sûr que celles qu'on connaît le plus qui perdent de l'autonomie, c'est les Leaf. Okay. Surtout les premières générations, qui est encore pire. Là. Puis parce qu'il y a bien des chars usagés qui se ramassent ici, c'est qu'ils viennent du sud des États-Unis, où ce que les batteries sont déjà endommagées. Fait quand ils arrivent ici, parce qu'il fait très chaud là-bas, fait qu'ils arrivent ici, ils sont déjà peut-être qu'ils en perdent moins rendus ici, mais la perte est déjà faite. Elle est déjà faite, OK. Fait que là, tu es rendu avec un char qui a perdu 20%, 30% d'autonomie à la base quand tu l'achètes. Là. OK, c'est bon. L'autre affaire qu'on va passer souvent, parce qu'il y a certains représentants qui vont dire des... on va le dire dans le même, ils vont dire des niaiseries des fois parce qu'ils connaissent pas trop ça. Tu charges sur le 120, le 240. Parce que j'ai vu passer ça il y a une couple de fois, mais ça venait pas d'un concessionnaire, ça venait d'un électricien. Le gars, il avait dit, je chargeais pas trop souvent sur votre 240 parce que ça endommage la batterie. Puis les réponses qu'on avait toutes vues passer, c'était, regarde, qui installe donc la bombe, s'occupe de ses affaires, puis le char, on va s'en occuper. Là. C'est ça. Mais ça endommage quelque chose? Ça change absolument rien. C'est ça. Puis même s'il y a de quoi, c'est presque mieux sur le 240 que... encore là, parce que justement, tu vas avoir plus les balancements de cellules, tout va se faire à la fin de la recharge, quand la batterie est pleine, c'est là que tes balancements vont se faire comme il faut. OK. Ils se font pas quand ta batterie est à 50%, ça donne rien. Là. OK. Fait que ta batterie, ça est pleine pour que ton balancement se fasse. Donc, ton balancement, c'est quand tu charges sur 400, c'est le fait que, exemple, dans le cas d'une Bolt ou dans le cas d'une Bolt, là, quand 80% se met à descendre, c'est pour le balancement de la batterie. C'est pour aider un peu là, mais le vrai balancement là, précis là, va se faire vraiment à la fin, puis juste à faible courant. Vraiment. Le courant avec le 240 quand ça embarque. Là, OK, parfait. L'autre chose, puis ça, je sais que ça te tient à cœur, là, parce que on sait que tu n'as pas ta langue dans ta poche, parce que des fois, ça sort des affaires, puis le monde ne comprenne pas trop, mais c'est comme tu es assez... sur Internet, tu es assez prompt. Là. On va rester... on va essayer de te contrôler. Pas de danger. Les fameux lecteurs OBD2 que les gens vont en voir parce qu'il y a un code d'erreur qui va apparaître, puis ils veulent le lire, etc. Je sais que toi, tu travailles avec ça tous les jours. Tous les mécaniciens qui travaillent ici travaillent avec ça tous les jours. Mais tu penses-tu que c'est une bonne idée qu'un monsieur, madame, tout le monde ait ça? Pas vraiment, là. Oui, tu peux savoir ton code, ça peut te donner une idée c'est quoi ton problème, et ça va te régler, mais si tu as un vrai problème, surtout quand tu envoies passer que les voitures sont garanties, perds pas ton temps avec ça, va au garage direct, puis arrête d'effacer les codes, puis... ouais, c'est ça. Ça, c'est une chose. Premièrement, si tu effaces les codes, puis tu vas au garage, oui, j'ai eu un code. Ouais, mais là, le code n'est plus là. Fait que je sais pas, puis même des fois, dans le même code, je peux avoir 5 codes différents, 5 sections différentes qui vont dire différentes choses. Ouais, puis des fois, c'est des codes fantômes qui appellent. Des fois, c'est des codes fantômes aussi. Fait que des fois, ça va dépendre d'un code,
que lui travaille mal, puis là, il y en a un autre qui va apparaître. Mais lui, il peut dépendre de l'autre. Fait que si lui, tu le sais pas, ou l'autre n'est plus là, ça va dépendre d'un de l'autre. Si tu effaces les codes, tu effaces en même temps les freeze frames qu'on appelle. C'est quand le problème s'est produit, c'est comment que l'auto marchait. Il était à quelle vitesse, il était à quelle température, il était... Température extérieure. Température intérieure, le moteur, les vitesses de révolution. L'assiette, l'assiette, s'il était à droite, la pédale, si t'accélérais en ralentissant. C'était en mode électrique, pour, mettons, les volts, mode électrique, mode moteur à essence. Fait que là, tu perds les morceaux. Fait que là, tu sais, t'as pas de référence pour partir ton diagnostic. Fait que là, tu es en train de me dire que, exemple, on parlait, tu sais, je t'ai mentionné l'assiette, température extérieure dans ton freeze frame que tu appelles, là. Ça veut dire qu'un gars, exemple, qui a fait, je sais pas moi, qui a installé un hitch, il se trouve avoir un problème au niveau de sa transmission. C'est sûr qu'on n'a pas de transmission, techniquement parlant, là, mais il y a un problème avec sa transmission. Puis là, le check engine allumé, le char a calculé l'assiette. Il a vu, ouais, s'il y avait une pine en arrière ou pas. T'es-tu d'accord? Oui, ou je suis dans le champ carré, là? Bien, ça va dépendre des codes, qu'est-ce qui est enregistré, puisque tu n'auras pas vraiment... En tout cas, on n'aura pas accès à toutes les données de la voiture au complet. Okay. Il va avoir vraiment accès à certaines fonctions, mais dépendant du code, dépendant de ce qui s'est passé, là, on va avoir accès à certaines paramètres de voiture. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai un gars qui... je suis désolé, j'oublie ton nom, là, parce que je me souviens. Là, il m'avait parlé que lui, il a une Tesla, puis il m'avait parlé qu'il avait déjà traîné avec sa Tesla S. OK, il avait piné, et il y avait un code qui était parti chez Tesla en Californie, puis il avait reçu un téléphone pour dire « Hey, t'as traîné avec ton char, on va te le laisser passer, c'est correct, mais t'es pas supposé de le faire. » C'est pour ça que je me disais, c'est-tu juste Tesla qui ont ça, ou c'est... Déjà, eux autres sont très à part sur le diagnostic de véhicule. On a pratiquement accès à rien d'un garage, vraiment à rien. Tout est dans l'écran, puis tout est ployé en temps réel chez Tesla direct. Ouais. Fait que moindrement qu'eux autres ils ont un problème, ils savent, parce qu'eux autres ils savent le char au complet, parce que tout est ployé directement là-bas. Okay. Ça, c'est une autre chose. Quand tu es dans la voiture, une autre voiture, mettons, plus normale que Tesla, des compagnies, c'est que là, tu as accès à plus de données, oui, mais dans le freeze frame, tu as accès à... Lui, il te donne moins de données en tant que tel. Okay. Peut-être que chez GM, directement, il pourrait avoir accès à d'autres choses. Ça, mais ça, c'est une autre affaire, puis ça, c'est GM qui le savent. Ouais. Mais rendu là, dans un garage, normalement, tu vas avoir accès à certaines données qui ont rapport avec le problème ou avec la section qui allait mal. Okay. Sur les OBD2 qu'on disait. Oui, c'est vrai. T'en as différents modèles. Tu peux en avoir des très bons avec ton scanner, ton lecteur, puis tu peux en avoir des modèles qui sont plus cheap un peu. Il y en a qui aiment ça, se fier à ça 24 heures sur 24, puis qui roulent tout le temps, puis ils l'ont presque plugué dessus, puis ils l'ont presque d'affiché d'en face dans le char. Juste ça, tu peux entraîner des problèmes dans ta voiture. Okay. Parce que justement, si tu rentres dans les commandes CAN qu'on appelle, dans la communication de voiture, puis lui, il va lire. Pour avoir les données, il faut qu'il rentre dans les lignes de communication. Okay. Fait que si tu as moindrement un lecteur qui est plus cheap ou qui a... Bon, on va dire juste plus cheap, c'est que tu vas rentrer, c'est qu'à un moment donné, tu peux empêcher les données de se transférer d'un à l'autre ou tu vas juste les retarder. Puis là, après ça, c'est qu'il y a toujours un ordre là-dedans. Il y en a une qui est plus importante, elle passe en premier, après ça, c'est l'autre, après ça, c'est l'autre. Si toi, tu rentres, puis tu joues là-dedans, puis t'en mets en retard, il y a des données qui se feront pas. Puis à la longue, si tu le laisses ployer 24 heures sur 24, tu peux te ramasser avec d'autres problèmes électroniques, surtout au niveau des batteries, des balancements, puis des choses. Parce que là, tu vas venir avec des batteries débalancées ou ça peut entraîner d'autres problèmes dans l'électronique. Mais dans le fond, c'est ton OBD2, c'est correct. Efface pas tes codes. Efface pas tes codes avant d'aller au garage. Laisse-les pas ployer 24 heures par jour. Ouais. OK. C'est à peu près ça. C'est ça. OK, c'est bon. Là, on sait, comme je t'ai dit, comme tu nous disais tantôt, tu travailles sur n'importe quel type de véhicule électrique. Toutes les marques, c'est des voitures électriques. Toutes les marques, tant que c'est branchable. Ouais, c'est ça, comme tu disais tantôt. Y a-t-il des choses que tu as vues plus souvent apparaître dans les voitures électriques? Des choses qui brisent plus souvent, des choses qui brisent moins souvent? Ou dire, ben garde, ce qu'on change souvent, on change souvent ça? Ou t'as-tu quelque chose en particulier? Ou vu que tu as de l'expérience avec les voitures à essence, ça pète moins que les chars à essence, tu sais? Non, c'est sûr. Déjà en partant, ça c'est sûr. Certain, il y a beaucoup moins d'entretien à faire. OK.
Mais à la base, bon, la suspension, ça reste comme n'importe quelle voiture. C'est les mêmes routes que ça soit une électrique ou à essence. Fait que, Même au Québec. même c'est ça. Les tailles, les lignes kits, les bas joints, ça, c'est sûr qu'on en passe, mais ça, c'est n'importe quelle voiture. Mais après ça, c'est vraiment la grosse majorité, c'est les entretiens de frein. Le monde qui ne font pas faire, puis j'ai jamais fait faire ça sur ma voiture. Ben, on est supposé les faire sur toutes les voitures, même les voitures à essence. Fait que l'entretien d'une fois par année des freins est très, très, très important. Sinon, si t'arrives, comme moi, j'ai déjà rencontré un gars qui a 63 000 kilos. Le gars était tellement bon à rouler sur le L qu'il s'est ramassé avec une job de break aux 4 roues parce que les breaks étaient jamais dans le rouille à 63 000 km. Là. C'était comme, J'ai déjà passé 8 heures sur une Tesla parce que les 6 galipeurs étaient collés bien durs. Il n'y avait rien à faire avec ça. Là. Les pads jamais pourris et épaissis et calotés par la rouille, par la juste carrément pourris, là, qui s'égrenaient presque. Mais les pads bougeaient plus pantoute. Les disques pourris avec des galettes de rouille. Puis... Dans le fond, l'entretien, ce qui est important, nettoyage de frein une fois par année. Ouais. Pour tout ce qui est les quick cool, de changer le preston en fonction de ce que le fabricant va te dire. Ouais. Ça va être genre... tu vois, 4 ans, 5 ans, GM, c'est 5 ans, 2,40. Là. Ouais. Fait que, en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'autres choses que tu verras au niveau de l'entretien. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Anyway. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont avoir de l'huile qu'il y a dans les moteurs électriques, qui vont être à peu près la même chose que les systèmes de liquide. Qui a de l'huile dans les moteurs électriques? Les Volt, les Spark, les Bolt. Ça, tu changes ça tous les combien? Tu vas venir ça dans ils recommandent quoi? 160, 180 000 km. Dans les Volt, c'est de l'huile à transmission automatique. De la Dextron 6. Ah ouais? Qu'il y a là-dedans. Le moteur électrique en tant que tel, il ne traîne pas dans l'antigel, il traîne dans l'huile. OK. Parce que justement, tu as tout ce qui est les gears à l'intérieur, soit ou la chaîne d'entraînement, avec le différentiel pour les cardans. Mais tout ça, ça baigne dans l'huile, ça baigne pas dans l'antigel. OK. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça. T'avais quelque chose à rajouter, Sylvain? Ou... Non, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça? Ouais. En gros, pour aujourd'hui. Ouais. En tout cas, ça se peut que je te réinvite si on voit d'autres affaires qui apparaissent au niveau des questions qui reviennent souvent. Là. Mais comme je t'ai dit, j'aimais mieux avoir la vision d'un mécanicien qu'un simple vendeur. Fait que je te remercie beaucoup. Fait que, à la prochaine. À la prochaine. OK. Je veux juste apporter un annexe à mon vidéo parce que Sylvain, après avoir fait l'interview, a posté quelque chose sur sa page Facebook. Je sais que ça a été partagé là, au niveau de la Volt, de la Bolt et je sais que d'autres sites, là, mais ça a commencé avec la Spark électrique. Sylvain a rencontré un client qui avait mis de la graisse au niveau du connecteur où on recharge la voiture. Je sais qu'il y a certaines graisses qui existent sur le marché là, qui sont supposées aider là, au niveau de la conduction électrique. Je ne sais pas quel type de graisse. Sylvain ne l'avait pas mentionné au niveau du post. Mais on peut voir, là, je vais vous montrer la photo, on peut voir que les connecteurs sont bien pleins de graisse et le client s'est plaint comme quoi que la voiture rechargeait quand elle voulait. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a seulement nettoyé les connecteurs, tout a réglé le problème en tant que tel. Et Sylvain, ce qu'il semblait dire au niveau de son post, c'est de ne jamais mettre de graisse au niveau du connecteur par rapport à ça. Je vais aller dans le même sens. Là. Moi, j'ai pour m'en dire que si les fabricants auraient pensé que ça pourrait causer problème au fil des années, ils en auraient déjà mis de la graisse eux-mêmes à ce moment-là. J'ai posé la question au niveau des mécaniciens ici. Il n'y a rien dans les livres, dans le cas de GM, qui vous dit que s'il y a une problème de connexion, il faut mettre de la graisse ou peu importe. Ça n'existe pas. Fait que, mettez pas de graisse, vous ne courez pas après le trouble. Ce que je dis souvent à mes clients, essayez pas de réinventer la voiture là, en tant que telle. Là. Je sais que pour certaines personnes, c'est dur de faire confiance aux ingénieurs, mais j'ai pas mon dire que s'il y a eu problème, il serait arrangé qu'il n'y a pas de problème ou ça ferait partie, dans le pire des cas, du processus de réparation de la voiture. Fait que sur ça, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que vous avez des questions, vous pouvez les marquer. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. Si j'ai pas la réponse, je vais aller voir les bonnes personnes pour trouver la réponse, pour vous marquer pas des niaiseries, mais la bonne réponse. Et merci beaucoup. À la prochaine. Merci.